Bonjour, avec ma consoeur Amélie Poinceau, nous allons interroger Volodymyr Yermolenko. Volodymyr Yermolenko est un philosophe ukrainien, un universitaire et journaliste. Universitaire parce que vous avez soutenu une thèse, préparé l'École des hautes études en sciences sociales, EHESS pour les intimes, consacrée à la pensée contre-révolutionnaire, à la fois française et russe, donc après 1789, et puis après 1905 et surtout 1917 jusqu'en 1939. Vous êtes journaliste parce que vous participez à de nombreuses jeunes pousses électroniques kieviennes, donc des sites cousins, frères de Mediapart, là-bas en Ukraine. Vous êtes né en 1981, donc vous avez 36 ans si mes calculs sont bons. Et vous venez de participer à un festival qui s'est tenu à Paris, Rive Gauche, un week-end à l'Est s'appelait ce festival, qui s'est tenu du 16 au 20 novembre dernier. La première question est une question à la fois existentielle, géopolitique. Vous vous décrivez souvent comme un pont, mais vous n'êtes pas qu'un pont, vous êtes aussi une sorte d'échangeur, je ne dirais pas californien, et il y a un vrai problème, ce n'est pas le triangle des Bermudes, c'est le carré infernal, c'est le Rubik's existentiel, et j'aimerais que vous puissiez nous relier tout ça. C'est l'Ukraine, la Russie, l'Europe et les États-Unis d'Amérique. Et ces deux derniers pays posent problème parce que nous, Européens, qui vous avons lâchement abandonné, autant le dire tout de suite pour vous éviter de nous le dire, nous vous disons généralement, mais enfin, vous êtes un peu trop vers un tropisme yankee. Soyez donc européens et uniquement européens. Et avec Amélie Poinceau, nous savons que notamment bien des Polonais, et en particulier Bronisław Geremek, qui avait, en tant que ministre des Affaires étrangères, arrimé son pays à l'OTAN, et nous lui disions continuellement, mais enfin, vous êtes européens. Oui, mais on compte surtout sur les États-Unis, vu ce que vous nous avez fait depuis 1938. 1938, pour ceux qui s'en souviennent, c'était les accords de Munich. Alors, vous êtes très proche de l'Amérique, vous êtes très proche de l'Europe, mais est-ce que vous nous voyez toujours comme légèrement munichois? Est-ce que vous avez besoin d'un parapluie supplémentaire? Oui, je pense que pour nous, les Ukrainiens actuellement, on voit pas la différence entre l'Europe et les États-Unis. Donc, la différence, en sorte que pour nous, c'est une communauté des valeurs surtout. Donc, on voit bien sûr, il y a plusieurs détails entre les relations entre l'Amérique et l'Europe. Moi, comme personne qui travaille beaucoup sur les questions internationales, je vois ces questions qui sont pas faciles, mais pour les Ukrainiens, c'est plutôt dans la même basket, si vous voulez. Donc, on pense que l'Ukraine a été, au 19e siècle, au 20e siècle, au 18e siècle peut-être, un pays des frontières. Ça a été ce stéréotype qu'on a utilisé très souvent à partir des aristocrates français qui voyageaient comme des gens comme Madame de Staël qui a voyagé à Kiev au début du 19e siècle, jusque d'autres, jusqu'au Mickiewicz, jusque d'autres. Et pour nous, le trame était qu'on était le pays des frontières, des borderlands. Et finalement, on était devenu un bloodland, c'est-à-dire un pays des tragédies, donc pour utiliser le concept de Timothy Snyder qui a publié ce livre. Et c'est pour ça qu'on essaie finalement de ne plus être un pays des frontières, c'est-à-dire une frontière entre des civilisations, etc. On essaie de choisir pour nous-mêmes cette identité qui est pro-occidentale, qui est pro-européenne, qui concentre sur la question des droits de l'homme, qui concentre sur la question des individus. Dans cette question-là, pour nous, les Européens et les États-Unis sont aussi des amis, des partenaires. Oui, mais vous savez qu'il y a un débat depuis Charles de Gaulle, l'Europe européenne, qui avait été quasiment repris mot pour mot, et c'est un paradoxe intéressant par Joschka Fischer, le Vert allemand, quand il était ministre des Affaires étrangères. En gros, une certaine Europe veut se débarrasser de l'influence américaine et de son truchement britannique. C'est presque fait, et voilà que
à l'Est, au-delà de feu le rideau de fer, des gens qu'il nous faut accueillir, parce que nous avons une dette morale, et en plus, c'est vraiment l'Europe, l'Europe centrale. Voilà que ces gens-là semblent les nouveaux, je ne parlerai pas de cinquième colonne, mais les nouveaux truchements d'une influence américaine qui empêche que se fasse une Europe européenne. Et c'est là-dessus que je vous interroge. Oui, je peux répondre de façon très simple. Quand on pense aux États-Unis, on pense surtout de la question sécuritaire. Donc l'Ukraine, pourquoi je parle de pays de frontières? Parce que ça donne, parfois on a entendu beaucoup il y a 5 ans, il y a 10 ans, c'est ce concept de buffer zone, c'est-à-dire de Zone tampon. Zone tampon. Donc, pour nous, c'était assez traumatique. Pourquoi? Parce que zone tampon, ça veut dire qu'il y a un vacuum sécuritaire. C'est-à-dire, si on n'est pas couvert par des garanties sécuritaires, alors on est cible d'une attaque. On est cible possible d'une attaque. Et quand il y avait la guerre, souvenez-vous, la guerre en Géorgie, l'agression russe en Géorgie en 2008, c'était fait en août 2008, après le fait que l'OTAN a dit aux Géorgiens, aux Ukrainiens que perspective de l'adhésion à l'OTAN n'est pas sur l'agenda. Alors imaginez-vous les pays comme l'Ukraine et puis annexion de la Crimée et l'agression au Donbass qui a rompu avec notre seul document qui a essayé de garantir notre sécurité, c'est le mémorandum de Budapest à 1994, qui était finalement un document, un papier qu'on a signé à cause du fait qu'on a renoncé aux armes nucléaires. Donc c'est paradoxe que l'Ukraine a joué ce rôle de renoncer à l'arme nucléaire, c'est-à-dire d'être un parti de cette non-prolifération des armes nucléaires volontairement, et finalement on était une cible de l'attaque. Et là on pose la question, qui peut nous, pas donner des garanties, mais nous aider de façon sécuritaire? Est-ce que c'est l'Europe? L'Europe elle-même, quand même, elle est dépendante de cette parasol sécuritaire qui est l'OTAN. Et bien sûr, c'est pour ça qu'on cherche aussi, pas seulement l'Europe, mais aussi d'autres partenaires. Je pense que c'est de façon existentielle, c'est normal. Mais lorsqu'on pense du modèle de développement, modèle économique, social, c'est surtout l'Europe. Ce n'est pas les États-Unis, c'est surtout l'Europe qui est notre modèle, si vous voulez. Mais avant de laisser la parole à Amélie qui continuera de vous cuisiner, un droit de suite sur... vous n'avez presque pas cité la Russie. L'Ukraine entend, en définitive, tourner le dos à la Russie. Et pour continuer de me faire l'avocat du diable, beaucoup d'Européens disent « Mais enfin, votre destin, c'est tout de même la Russie. » Alors certains vont même, on le fait déjà avec la Moldavie, sur le destin de la tomate moldave, c'est d'aller à Saint-Pétersbourg. Comment faire en sorte que vous ne soyez pas à ce point dos à dos, alors que normalement, tout devrait vous réunir? Oui, mais souvenez-vous de ce cadre quand on a eu des négociations sur l'accord avec l'Europe. On a eu en même temps l'accord de libre-échange avec la Russie, qui était signé en 2011. Et finalement, ce que les Ukrainiens disaient, que l'accord avec l'Europe ne veut pas dire l'accord contre les Russes, parce qu'on pouvait avoir deux accords de libre-échange en même temps. C'était la logique ukrainienne plutôt économique, pas seulement culturelle. On disait que, bien sûr, les Russes, c'est un marché important, mais on veut s'ouvrir au monde aussi. Pas être dépendant des marchés russes parce qu'ils sont obsolètes, etc. Donc l'argument était économique et les Russes ont compris cet argument comme un argument géopolitique, psychologique, je ne sais pas, ils ont interprété ça au terme peut-être d'un couple de mariage qui se sépare. Pour moi, la question principale, donc quand on dit que on doit être avec des Russes, etc. Pour moi, la question principale, c'est la continuation de l'existence de l'Union soviétique. Alors, moi, je pense que l'Union soviétique n'a pas été détruite en 1991. Il a continué à exister. Il a continué à exister parce qu'il y avait la volonté à Moscou, à Kiev, à Minsk, mais
aussi parce qu'il y avait une volonté de la part de l'Occident, parce qu'il y avait cette idée que finalement, OK, on va élargir les valeurs européennes, mais jusqu'à la frontière de l'Union soviétique, de l'ex-Union soviétique. Et ce qui est derrière la frontière de l'ex-Union soviétique, c'est une sorte de modèle médiéval. Quand il y a plus l'empire, mais il y a le suzerain, il y a des vassals. Et je pense que c'est ça qui, finalement, on se dit, on, vous, les Européens, vous sous-estimez la force des valeurs européennes, c'est-à-dire la force de cette valeur démocratique qui valorise l'individu et pas le tsar, qui valorise les petites communautés et pas un grand mécanisme étatique, etc. Mais on est dit que l'élargissement des valeurs est plus puissant que finalement, plus organique aussi, que finalement ce cadre institutionnel. Et on a vu dans cette approche que finalement on ferme les yeux à cette existence posthume de l'Union soviétique après sa chute. Pour nous, c'était aussi quelque chose qu'il faut franchir ses limites, qu'il faut aller plus loin parce que de façon évidente pour nous, les valeurs européennes ont commencé de pénétrer l'Ukraine déjà à partir des années 2000. Ça me permet de faire la transition avec ma question. En fait, moi, je voulais revenir sur les événements du Maïdan qui ont commencé il y a précisément 4 ans, en fait, fin novembre 2013. Et justement sur une revendication de valeurs européennes. C'est comme ça un petit peu que le mouvement est parti. Maintenant, j'ai envie qu'on revienne sur ces événements et qu'on les inscrive un petit peu dans le temps long ukrainien. Et avec le recul, aujourd'hui, comment vous voyez ce mouvement? Est-ce que c'était une révolution, comme on l'a souvent écrit? Est-ce que c'était une secousse, une deuxième secousse après la révolution orange qui avait eu lieu 10 ans plus tôt et peut-être avant la prochaine secousse? Ou est-ce que c'était l'acte final de l'émancipation par rapport aux voisins russes, justement? Comment vous interpréteriez les choses aujourd'hui? Je pense que c'est les deux. Révolution, c'est toujours un concept qui est très difficile parce que vous, les Français, vous savez que vous pouvez avoir une suite des révolutions, je pense au 19e siècle français, mais vous pouvez avoir une révolution qui est un changement, mais en fait vous avez la continuation de la même chose. C'est comme, pour citer un écrivain italien, que plus ça change, plus ça reste la même chose. Je pense à Lampedusa, par exemple. Oui. Par rapport à la révolution orange, le grand changement, c'est que finalement, on commence à avoir des réformes. C'est-à-dire, après la révolution orange, on a eu cette idée que voilà, il y a nos sauveurs, il y a Yushchenko, Tymoshenko, qui vont refaire le pays. Alors, ce n'était pas le cas, ils n'ont pas refait le pays. Et là, maintenant, la grande différence par rapport à Euromaïdan de 2013-2014, c'est qu'il n'y avait pas de leader de Maïdan. Donc, il n'y a pas des gens qu'on a déifiés, et même démonisés. Donc, les leaders de Maïdan, c'était un compromis avec des gens sur la rue. Et c'est pour ça et c'était bien parce que ça a donné une sorte de l'impulsion à long terme. Donc, cette capacité de se mobiliser à long terme. Et donc, est-ce que c'était la révolution? C'était une sorte d'une révolte qui a changé de pouvoir, mais pour changer le système, ça prend beaucoup plus d'années. Et ça, c'est ce qu'on voit maintenant. Est-ce qu'on peut dire que c'est une sorte d'émancipation du voisin russe? Oui, moi je pense qu'il y a une partie de ça, il y a une partie de voilà, si l'Union soviétique a continué après sa chute, alors je pense que c'est là maintenant qu'on voit sa fin, sa vraie fin, et en même temps des tentatives de la Russie de le restaurer, mais bien sûr avec des formes nouvelles. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il y a des éléments, quand j'ai essayé de décrire l'idéologie de Maïdan, je me suis dit que vous avez une partie d'idéologie qui est celle de droite, c'est-à-dire partie patriotique, il y a un discours patriotique, c'est surtout avec l'émotion. Pourquoi les gens étaient solidaires sur Maïdan?
autour de l'émotion patriotique. Si on part de raisonnement, c'est-à-dire de la raison de Maïdan, de cette rationalité, c'était plutôt la rationalité des valeurs. Donc ce n'étaient pas les slogans patriotiques qui étaient les plus forts, c'est plutôt les slogans européens, droits de l'homme, la justice, anticorruption, etc. Donc l'émotion de Maïdan était patriotique, la rationalité des Maïdan était plutôt libérale, mais le corps de Maïdan, le corps social, était plutôt de gauche, parce que les gens partageaient la nourriture, c'est l'esprit de solidarité, de partage qui était dominante, et je pense que c'est ça qui fait le paradoxe de ces événements il y a 4 ans, qui sont très difficiles à le classifier, mais qui donnent aussi des résultats actuels avec cette ambiguïté idéologique aussi de l'Ukraine actuelle. Vous parlez de réforme, et c'est ce qui fait la différence entre le Maïdan et donc cette révolution orange qui avait eu lieu 10 ans plus tôt. Cependant, quand on regarde aujourd'hui le pouvoir politique ukrainien, on a l'impression d'un retour à une situation ex-ante. Quand on regarde le Parlement, qui est contrôlé par des factions, où finalement les personnalités issues du Maïdan sont assez peu nombreuses et ont finalement assez peu de poids politique. Quand on regarde l'exécutif, le pays est toujours dirigé par un président qui reste un oligarque, qui n'a pas du tout vendu ses actifs comme il l'avait promis. Par ailleurs, les Panama Papers, les révélations faites l'an dernier, ont montré qu'il avait toujours des sociétés offshore à l'étranger pour lui permettre de conserver ses actifs. Pourquoi ce système oligarchique continue de tenir le pays? Et est-ce que vous faites la même analyse que moi sur le poids encore très présent des oligarques? Oui, le poids des oligarques est très fort. Et pourquoi? Parce que finalement, ce sont des gens qui ont de l'argent et ce sont des gens qui ont de l'influence. Et en Ukraine, malheureusement, les systèmes électoraux, tout ce processus, comment tu fais un parti, c'est quelque chose qui dépend toujours de l'argent. Ce n'est pas l'idéologie qui compte, ce n'est pas la force de mobilisation qui compte, c'est surtout l'argent, malheureusement. Mais il faut voir les choses en continuité. Et moi, j'essaie toujours de dire que on a des gros problèmes avec des réformes, mais il y a des réformes. C'est ça la grande différence par rapport à les 25 ans de notre indépendance, parce que quand on parle de l'Ukraine à partir de l'indépendance de 2091, donc la seule réforme que je vois pendant des décennies, c'était la réforme de l'éducation supérieure, quand on a installé finalement les examens transparents qui ont permis aux gens d'accéder aux universités sans corruption. Mais là, maintenant, on a tout un nombre de réformes. C'est-à-dire, il y a la réforme médicale qui essaye finalement de réformer cette sphère qui est désastreuse en Ukraine. Il y a une réforme des marchés publics, c'est-à-dire un secteur qui est le plus corrompu peut-être. Donc là, maintenant, on a ce système Prozor qui est très transparent, c'est-à-dire le gouvernement a un système transparent pour dépenser de l'argent et ça diminue la corruption de façon spectaculaire. On a une réforme de décentralisation qui donne plus de l'argent et pouvoir aux petites communautés. L'Ukraine, comme un pays très centralisé, post-soviétique, a besoin de ce locomotive de développement d'en bas. Donc on a la réforme de la police, la réforme des pensions, de retraite, etc. Et la société civile, il n'a pas très bien entré dans le pouvoir, il faut le dire. Donc il y a quelques personnes qui sont au Parlement, sont au gouvernement, mais il nous reste, je l'appelle ça une situation de sandwich, c'est-à-dire il y a une pression de deux côtés, de la société civile et de la société internationale. Et je dirais que cette pression est très efficace parce que les gens comme Poroshenko ou comme d'autres personnages, même s'ils veulent de défendre leur intérêt privé, parfois pas très
Juste, ils font face toujours à cette pression. C'est-à-dire, quand ils ne veulent pas très bien d'instaurer un cours anticorruption qui va nous aider de lutter de façon plus efficace contre la corruption. Alors c'est la pression du Conseil de l'Europe, de la Commission de Venise, de l'Union européenne, des États-Unis et de la société civile qui fait Mais finalement, entre ces deux pressions, quelle est la plus importante? Parce que par exemple, moi qui suis beaucoup la Pologne, on dit en Pologne que finalement c'est plus la société civile qui va faire évoluer le pouvoir que les leçons envoyées par Bruxelles. Oui, mais chez nous c'est les deux. Pourquoi? Parce que la situation en Pologne, ou surtout en Hongrie et en Ukraine, est très différente. Pourquoi? Parce que on a eu ce parallèle des narratifs nationaux et européens à partir des années 90. Parce qu'on s'est dit que voilà, si on veut s'affranchir, se libérer de l'ex-Union soviétique, de l'Union soviétique, de la Russie, etc., ce sont deux narratifs qui sont d'accord avec eux-mêmes. C'est-à-dire le narratif d'une renaissance nationale et le narratif de l'intégration avec l'Europe. Et c'est vrai qu'à un certain moment, ce sont des narratifs très différents parce qu'à un certain moment, ils sont divergents. C'est-à-dire, soit tu es patriote nationaliste, soit tu es pro-européen. C'est ça qu'on voit en Hongrie et en Pologne. En Ukraine, ce n'est pas le cas. Peut-être il y avait des tendances dans les années 2000, et on a vu le parti Svoboda, par exemple, qui a dit on n'a pas besoin de l'Europe. Mais dès qu'il y a la guerre, dès qu'il y a cette agression, c'est très difficile de dire on n'a pas besoin de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire le pouvoir actuel comprend qu'il est très dépendant du soutien de l'Europe, des États-Unis, etc. Donc il a peur de rompre, de se fâcher avec l'Europe. C'est pour ça que ça reste très important. Mais si on imagine que c'est seulement la pression extérieure et pas la pression intérieure, de cette façon, on peut avoir des arguments du pouvoir, voilà, c'est quelque chose d'extérieur. Non, il y a aussi cette pression intérieure qui est importante. Je pense que ces deux facteurs, leur combination, fait la situation que les réformes continuent à progresser. Alors on n'a pas beaucoup parlé du Donbass, donc cette guerre hybride dans l'est de l'Ukraine qui a fait à ce jour plus de 10 000 morts, et c'est vrai qu'on en parle de moins en moins dans les médias, pourtant cette guerre continue. Est-ce que quelque part, Vladimir Poutine n'est pas arrivé à ses fins en créant finalement un pays schizophrène, ou en tout cas en renforçant les décalages qu'il pouvait y avoir entre l'ouest et l'est de l'Ukraine? Je sais que c'est un débat aussi qui a intéressé beaucoup les historiens ukrainiens sur est-ce que l'Ukraine est un pays double, un pays avec une double identité. Aujourd'hui, comment les élites à Kiev considèrent le Donbass? Est-ce que c'est une région dont finalement on aimerait bien se débarrasser? Est-ce que c'est un problème insoluble? Est-ce qu'il y a vraiment une dichotomie qui s'est créée au sein du pays? D'abord, je dirais que cette idée de deux Ukraines, de l'Ukraine double, qui est une sorte de réflexion aussi, si vous voulez, un réflexe d'autres narratifs sur d'autres pays. On peut parler de deux Italies, on peut parler de deux Amériques, je ne sais pas comment vous voyez ça en France, mais en Ukraine, c'est un narratif très important. Mais je dirais que la guerre a beaucoup diminué cette distinction parce qu'on a finalement eu les villes comme Dnipro, qui étaient à l'est de l'Ukraine, ou Kharkiv, sont des villes très russophones, très industrielles, ou même Odessa, qui se sont mobilisées pour la cause ukrainienne. Pourquoi? Parce que finalement, cette identité ukrainienne n'était pas nationale, c'était surtout l'identité civique, civile, les valeurs de Maïdan, les valeurs de l'Europe, contre ce nouveau autoritarisme. Je ne veux pas dire que c'est pour toujours, ça peut revenir, cette distinction, mais je dirais que ça tient pour le moment. Donc quand on parle de la guerre de l'Est de l'Ukraine, ce n'est pas tout le Donbass qui est occupé, c'est juste à peu près 7% de territoire ukrainien. Donc quand on parle de la guerre dans l'est de l'Ukraine, il faut bien mesurer que ce n'est pas la moitié de l'Ukraine qui est couverte par la guerre. Si on parle de ces zones occupées, de deux grandes villes, Donetsk et Luhansk, et tout ce qui est autour,
Bah oui, on est dans une situation d'un conflit qui va vers la situation gelée, c'est-à-dire il y a la guerre de tranchées, il y a des positions assez claires, il y a la ligne de démarcation, il n'y a pas de mouvement de tel ou tel côté, il y a des accidents, des morts, etc. Mais pour le moment, il n'y a pas de grandes batailles. Et finalement, c'est une sorte de l'impasse parce qu'il y a les accords de Minsk dont le but est finalement de faire réintégrer ces territoires vers l'Ukraine, mais selon les conditions de Poutine, selon les conditions russes, parce que souvenez-vous, la situation des accords de Minsk 1 septembre 2014 et Minsk 2 février 2015, c'était l'explosion de la guerre. Donc c'est surtout la stratégie poutinienne d'escaler les situations et puis imposer la paix selon les conditions de la Russie. Alors c'était cette logique que la Russie a essayé d'avoir en Moldavie, en Géorgie, c'est-à-dire de faire entrer ces territoires comme une sorte de cheval de Troie qui vont influencer la politique étrangère du pays, auront une sorte de droit de veto sur la politique étrangère, etc. Ça n'a jamais marché avec Moldavie et Transnistrie, ça ne va pas marcher avec l'Ukraine, parce que ni la classe politique, ni la société ne va pas... Donc on ne comprend pas, on n'est pas idiot, donc on comprend très bien de quoi il s'agit. Est-ce que Poutine sera d'accord à avoir d'autres conditions de réintégration de Donbass? J'ai beaucoup de doutes là-dessus. Et pour le moment, avec le temps, ces territoires deviennent finalement une sorte de... Il y a une russification de côté économique parce qu'il y a rouble, il n'y a pas hryvnia là-bas, donc il y a la monnaie russe, il y a des produits russes, il y a une sorte de désinstitution étatique russe. Donc on peut voir une sorte de parallèle entre Crimée et le Donbass occupé, sauf que Crimée est officiellement annexée et considérée par des Russes comme territoire russe. Donbass, ça reste une sorte de zone grise qui se dit indépendant. Mais je réfléchis sur la logique suivante, qu'est-ce que Poutine veut faire avec? Et pour moi, personnellement, peut-être je me trompe, mais pour moi, personnellement, il ne s'agit plus de cette tentative de faire réintégrer le Donbass en Ukraine, parce qu'on a perdu beaucoup de temps. Et pour moi, ce qui est dangereux, c'est la possibilité de répétition d'un scénario géorgien, parce qu'il faut se souvenir qu'avant 2008, cette guerre russo-géorgienne, on a eu des décennies de ces territoires, Ossétie du Sud et Abkhazie, à partir des années 90, quand il y avait des casques bleus russes, il y avait des conflits gelés. Et puis Poutine a utilisé, ou Medvedev, ont utilisé à un certain moment pour les finalement occuper. Et ça peut être joué aussi avec le Donbass. Donc quand Poutine voit que son rating baisse, dégrade, imaginons, là maintenant il n'a pas besoin de ça parce qu'il est OK même avant des élections de l'année prochaine, mais on peut imaginer qu'au bout de 3 ans, 4 ans, quand il aura besoin de ce soulèvement patriotique nouvel en Russie, il va utiliser ça pour dire que voilà, on a finalement annexé le Donbass aussi. Vous parliez tout à l'heure de deux conceptions, ethniques et civiques. Et j'aimerais que vous nous aidiez à dénouer ce qui m'apparaît comme une contradiction, un vice de forme. Vous, les philosophes, aimez employer le mot aporie. Vous vous fondez sur une langue qui a été sauvée dans les campagnes. Et donc, avec tout ce que cela implique, le poids des traditions, des conformismes, de l'Église. Et les villes, en revanche, sont plutôt russophones. Mais les villes, c'est ce qui est naturellement, si j'ose dire, tourné vers les Lumières que vous souhaitez. Donc, comment arriver à fonder un nationalisme non pas ethnique, mais civique, en chérissant une langue préservée par précisément ce qui se rapproche de l'ethnicisme, ou en tout cas de certaines œillères? Oui, c'est une question très, très pertinente.
Moi, je dirais que l'Ukraine est un pays bilingue, au minimum bilingue, et ça va rester bilingue pour très longtemps, peut-être pour toujours. Ce que moi, comme un auteur ukrainien, mais qui écrit des livres en ukrainien, ce qui est important quand même que là, maintenant, l'ukrainien est beaucoup moins fort que le russe. Finalement, dans les grandes villes comme Kiev, Kiev, c'est une ville où peut-être 70% des citoyens dans la rue parlent russe. Mais si on parle d'Odessa, c'est que des russophones. C'est très peu d'Ukrainiens à Odessa. On parle de Kharkiv, Dnipro et d'autres. Quand on parle des villes de l'ouest de l'Ukraine, comme Lviv, Ivano-Frankivsk, Ternopil, ils sont ukrainophones surtout. Donc, il y a des villes qui sont parfaitement ukrainophones. Mais je dirais que oui, ça existe cette conception de baser cette identité sur la question de la langue, mais je pense que c'est assez utopique. Donc, et ma position, c'est que si on veut vraiment un pays bilingue et pas russophone comme Biélorussie, donc Biélorussie a perdu finalement, presque perdu. J'espère que ce n'est pas pour toujours. Et je sympathise avec l'opposition biélorusse avec laquelle la langue joue un rôle principal aussi. Mais si on veut un vrai pays bilingue, il faut là maintenant soutenir la langue ukrainienne, ce qu'on essaie de faire. Mais finalement, quand on parle de cette identité nouvelle ukrainienne, il y a beaucoup de russophones. Donc, le parrain de ce festival, un week-end de l'Est, c'est Andrei Kurkov, qui est un écrivain ukrainien, mais qui écrit en russe. Qui écrit en russe. On a d'autres écrivains, des très bons écrivains comme Boris Khersonsky de Dessart, russophone. On découvert la littérature du Donbass, les gens comme Volodymyr Rafenko, Styazhkin ou d'autres qui sont russophones. Et ça devient, par exemple, le roman de Rafenko, il est paru presque simultanément en russe et en ukrainien. Je pense que cette situation a quand même, quand on a vu combien de volontaires russophones on a eu qui sont combattus pour la cause ukrainienne, quand on a vu finalement Sentsov qui est parfaitement russophone, donc qui écrit en russe et qui fait des films en russe. Oleg Sentsov, rappelons-le, c'est ce cinéaste né en Crimée et il a maintenant 41 ans et qui a été condamné en 2015 à 20 ans de relégation à régime sévère et qui est jusqu'en 2034, normalement, en Sibérie, où il souffre le martyre parce qu'il s'était opposé à l'annexion et à l'occupation de la Crimée par les Russes qui ont construit un procès en fabriquant des prétendues preuves et pièces à conviction. Et vous étiez, le lundi 20 novembre au soir au Théâtre de l'Odéon, à une grande réunion en faveur d'Oleg Sentsov. Fin de cette parenthèse. Oui, c'est très important, bien sûr, qu'il y a une pétition à la libération, donc il y a beaucoup de monde qui ont signé. Bien sûr, le cas Oleg Sentsov, pour moi, c'est le retour du goulag. Donc il faut dire que c'est le retour du goulag avec des tortures, avec même de la géographie. C'est vrai qu'il est près de Yamal, c'est-à-dire au nord de la Russie, avec la température qui peut être moins 30, moins 40. Et il est condamné pour rien, parce que... Il est le symbole de cette zone grise, qui est la démocrature russe, où on voit dans un film qui a été d'ailleurs consacré à Sentsov, à quel point les choses évoluent vers un régime plus qu'autoritaire, qui n'a plus que des oripeaux de la démocratie. Mais justement, ma dernière question est consacrée à Poutine, et plutôt à sa vision par la France, et à la vision que vous pourriez avoir de la vision de la France sur Poutine. Tout à l'heure, vous disiez, l'Europe, les gens ont compris que c'était non pas le tsar, mais des petits groupes, etc. Or, il semble que la France est, de ce point de vue-là, dans les mentalités collectives, la moins européenne des nations européennes, avec toujours une sorte de culte du tsar français, devenu président de la République, et de l'État jacobin. Et beaucoup de Français, dans la grande tradition gaulo-malrussienne, je pense en particulier à un philosophe aujourd'hui, Régis Debray, prise en Poutine l'incarnation
de la réalité, de la raison d'État, et voit en Poutine une sorte de nénéo de Gaulle, et comme il est un peu cruel, de néo-Richelieu, je parle du cardinal, non pas du duc de Richelieu, fondateur d'Odessa. Comment voyez-vous cette porosité qu'on trouve en France face à la propagande poutinienne, où on se dit, oui, oui, un peuple, une nation, un chef, c'est très bien. Je voulais faire un point avec ce sujet des dissidents, parce que Oleg Sentsov n'est pas le seul, donc on parle peut-être d'une cinquantaine des prisonniers politiques ukrainiens en Russie. Il y a un site qui s'appelle Let My People Go, qui montre leur histoire, et plus d'autres qui sont prisonniers de guerre. Mais pourquoi je parle de ça? Parce que pour moi, disons, la lecture, les gens qui favorisent Poutine, pour moi, c'est une pensée abstraite. C'est-à-dire que c'est une pensée des gens qui ne savent absolument rien ce que veut dire le poutinisme. Parce que moi, j'ai eu une métaphore qui me paraît peut-être un peu ironique, que le régime de Poutine, c'est sadopoutinisme. C'est-à-dire qu'il y a un moment sadique dans cette société post-soviétique et soviétique qui est inimaginable pour les Européens et même pour les Français. Donc, c'est-à-dire, pour moi, la France, c'est une société quand même qui est assez hédoniste, qui est assez, qui est assez ce goût de vie, goût de plaisir, etc. Mais pour moi, ce qui s'est passé en Union soviétique, le paradoxe de l'Union soviétique, c'est que la modernisation en Europe était aussi un processus de sorte de redécouverte de l'hédonisme de tout, de goût de vie. La modernisation soviétique était un nouveau ascétisme. Donc la question de plaisir en Union soviétique, ça n'existait pas. Donc les gens, et c'est cette notion de société totalitaire, autoritaire, ils ne laissent pas cette liberté à avoir du plaisir. Et dans cette logique, la logique est suivante. Mon seul plaisir, c'est la souffrance de l'autre. C'est ça la logique un peu de cette société soviétique. Et Poutine est un produit de cette société. Sa seul plaisir est la souffrance de l'autre. C'est pour ça que vous avez toute cette histoire de goulag, des camps de concentration, etc. Il faut juste lire des mémoires des dissidents. On a là maintenant beaucoup de mémoires des dissidents ukrainiens comme Rudenko, comme Sverstyuk, comme les histoires sur Stous, notre poète, etc. Ils racontent les conditions de vie. Par exemple, quand une tasse de thé, c'est la monnaie, c'est la valeur. Donc on ne peut pas avoir le thé chaque jour. Quand il y a un phénomène de kartzer, c'est-à-dire juste une petite chambre dans laquelle il y a, je ne sais pas, moins 5 degrés, moins 10 degrés, sans rien, et vous devez dormir là-bas avec des conditions absolument... Il y a des tortures, etc. C'est ça le poutinisme. Donc, quand on discute Poutine dans les salons, dans des cafés, c'est ça que j'appelle une pensée abstraite. On ne sait pas vraiment qu'est-ce que ça donne et qu'est-ce que ça signifie. Pour nous, des Ukrainiens qui sont aussi qui sont sortis de cette société sadique, assez sadique, soviétique et post-soviétique, quand on voit toutes ces narrations sur les tortures dont partagent nos prisonniers politiques, pour nous, je dirais que c'est plus concret. On sait ce que ça donne, on sait qu'est-ce que ça veut dire quand les droits de l'homme sont abusés, ne sont pas respectés, quand tu entres dans une prison et finalement la seule... c'est comme Sentsov a dit, donc il savait dès le début, ils ont dit que voilà, tu auras 20 ans. Et la seule question est que est-ce qu'il va céder aux tortures qui va lui arracher cette autocondamnation. Donc pour moi, être un poutiniste en France, c'est pas savoir trop. Écoutez, vraiment, merci Volodymyr Yermolenko. Sans vous en rendre compte, en parlant de Poutine, de cette sorte de darwinisme aboutissant à Assad, vous avez retrouvé
ce que disait le président Mitterrand au sommet de La Baule, un sommet avec l'Afrique, à propos de l'ancien roi du Maroc, Hassan II. Il avait eu cette formule assez énigmatique en parlant d'Hassan II, en disant « il est inutilement cruel ». Et cette cruauté d'un père fouettard qui arrive à fasciner en traitant de nombreux citoyens comme des rats de laboratoire, c'est une définition de Poutine qu'il faudra creuser. Merci beaucoup. Merci à vous.